Alors, la première chose, c'était, pour commencer, je voulais me présenter quelqu'un que vous avez testé. Du coup, moi, je suis Marine Baillat, je suis pédiatre et je suis épidémiologiste. Donc, plutôt de base sur ma formation, on va dire recherche, tout opposé, quantitative, avec des statistiques et des mais cependant, je travaille aux urgences pédiatriques et dans ce que j'appelle de Bordeaux, c'est l'équipe d'accueil pédiatrique d'enfants en danger à Bordeaux. Et donc, du coup, dans mon parcours de recherche, j'ai une thèse d'épidémiologie sur laquelle, finalement, je me suis posé la question de la définition de la perception. Donc, une des études que j'avais faites là-dessus, c'était sur la perception de la violence physique des enfants auprès des parents et la descendance. Et puis, après, le modèle purement épidémiologique. Et puis après, en ce moment, je travaille dans une équipe qui s'appelle l'équipe et qui porte sur la santé mentale, finalement, des enfants post-Covid et des facteurs de risque de la dégradation de la santé mentale. Au sein de l'APEL, donc l'APEL, c'est des petites unités que je redéfinis rapidement, mais qui finalement se déploient en France, qui ont une double entrée. Une entrée qui va être lorsque les enfants ont déjà été identifiés comme potentiellement victimes de violences et qu'il y a eu un signalement judiciaire, c'est-à-dire une judiciarisation finalement, puisque chez nous on a des degrés de gravité potentielle et toutes les situations ne sont pas judiciarisées. Il y en a qui vont uniquement faire l'objet d'informations préoccupantes et faire l'objet des services départementaux et de la ZES sans qu'il y ait forcément un par justice. Donc il y a des enfants qui sont identifiés potentiellement comme victimes et qui ont été judiciarisés, et avec une partie sur réquisition et un groupement, une équipe multidisciplinaire qui permet une édition au sein des locaux, un examen médico-légal et puis une prise en charge de soins avec psychologue, notamment. Et puis il y a une autre petite partie qui est hors réquisition, qui est pour l'aide au repérage. Et qui s'adresse cette fois-ci un peu à tout le monde, aux personnes de santé, mais finalement on voit énormément de parents. Et plus des parents que des personnes de santé, lorsqu'ils se posent des questions sur la situation de leur enfant, et là, ils vont rencontrer une équipe pluridisciplinaire avec des éducateurs, des personnes sociales, et un psychologue et un pédiatre pour essayer de voir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui se passe, et comment est-ce qu'on peut aider la situation. Et ça passera parfois par la réalisation d'une information préoccupante ou d'un enseignement judiciaire, et parfois pas, et puis c'est pas que ça, il y a aussi du soin qui se met en place pour lancer l'information. Donc alors paradoxalement, moi j'avais, je ne connais pas bien ces narratifs, paradoxalement je l'apercevais un peu mieux pour les enfants victimes de violences, c'est-à-dire dans le cadre finalement patient. Alors pourquoi patient? Parce que la difficulté que je rencontre dans ma pratique, c'est que quand l'enfant ne présente pas de signes qui rentrent dans le DSM de pathologie psychiatrique, il ne va pas être pris en charge d'un point de vue, on va dire, santé mentale ou bien-être de façon facile. Alors qu'à mon sens, pour certains enfants, quand on a un parcours particulier, ça peut être très intéressant d'avoir une prise en charge, notamment de se raconter ou de raconter. Parce que je voyais ça en me disant, ces enfants-là ont quand même, dans un certain nombre de situations, finalement, on a disqualifié leurs besoins de base, finalement, on n'a pas tenu compte de leurs besoins fondamentaux. Ça a créé un traumatisme et ça a souvent excédé leur capacité d'élaboration, qui ont fait qu'ils sont parfois un peu dans un état de sidération, avec des capacités un peu de verbalisation de ce qui s'est passé diminuées, des capacités d'imagination de diminuer, et parfois reprendre leur histoire ou raconter justement des choses. Ça leur permet de mettre des mots sur finalement leur parcours, sur autre chose. Parfois c'est juste discuter de qu'est-ce que ça représente pour toi la naissance, qu'est-ce que ça représente pour toi des choses. Et donc justement de se raconter, de redevenir finalement, c'est ce que j'imaginais potentiellement, auteur aussi de sa propre vie, de se resubjectiver dans le parcours. Et donc ça j'imagine bien peut-être à un moment donné ça peut être un outil intéressant pour vous. Par contre j'avais beaucoup plus de mal à imaginer, mais ça va être du coup ma question, c'était celle-là, mais qui a déjà commencé finalement. Comment? Parce que l'autre difficulté dans ce domaine, c'est évidemment et c'est évidemment la perception des soignants de situations. Et alors en France, on ne parle pas de race, mais cependant,
je pense que malgré tout, on a une représentation chacun potentiellement de ces choses-là. Et au niveau du niveau socio-économique, moi j'ai l'impression que même malgré tout mon combat, il y a une représentation qu'on a chacun des soignants. Et donc ça amène à des situations dans l'équipe pluridisciplinaire dans laquelle je suis, où parfois on partage, on est confronté finalement à une famille, à un enfant, avec une histoire. Et puis cette histoire, on va tous l'apercevoir très différemment, avec des résonances qui, à mon sens, dépendent de nos biais, mais peut-être aussi de l'histoire de chacun. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a mis dans la parentalité, qu'est-ce qu'on a reçu comme parentalité, qu'est-ce qu'on a, quelle est notre propre histoire finalement à nous, et en quoi ça va résonner dans la situation. Et ça amène à des évaluations où, parfois, ce que je vois, c'est des personnes qui s'opposent assez violemment, parce qu'il y a des motifs, probablement, qui ne prennent pas trop de recul, et puis la situation se bloque, c'est-à-dire on n'arrive pas à savoir quelle décision serait la meilleure pour cet enfant, qu'est-ce qu'il faudrait faire, et c'est bien même un peu réfléchi. Et donc ma question, c'est comment comment travailler dans des équipes qui sont un peu spécialisées dans ce domaine, qui vont rencontrer ces situations régulièrement, comment faire un travail potentiellement de fond en utilisant à cette outil narratif pour diminuer finalement ces situations-là, ou pour améliorer ce problème, diminuer peut-être les perceptions, les subjectivités qu'on peut avoir et ouvrir le dialogue. Merci pour tout ça et pour le travail parfait. Je pense que c'est vraiment ça a été bien étudié. C'est Kuta qui a fait ça. Et l'enjeu, c'est d'avoir cette équipe multidisciplinaire et de faire ces ateliers de façon à ce que tout le monde comprenne avec des perspectives différentes. C'est exactement ça. Et qu'à la fin, tu gagnes, c'est une cohésion de l'équipe multidisciplinaire, mais aussi une amélioration de la perspective des autres. Donc, je pense que ce que tu décris, c'est comment. Il y a une autre chose qui me vient à l'esprit, dont on parle beaucoup, et je crois que je n'ai pas eu trop de retours sur ça, qu'on appelle trauma-informed care. Peut-être que vous faites ça déjà. C'est l'idée que comment délivrer des soins ou être conscient dans les soins. Beaucoup de personnes ont déjà vécu des traumas. Et donc il y a tout, c'est comment on aborde un malade, comment on explique, comment il y a le langage, comment on partage, mais c'est aussi comment notre propre histoire, surtout quand on travaille dans le trauma, peut nous influencer dans la façon dont on parle de la parentalité, etc. Donc je crois qu'on ne peut pas tous être en analyse. C'est bien d'avoir un psychologue personnel, un psychanalyste. Mais je crois que ça permet, et puis c'est des choses aussi. Je crois que ce qui est difficile, c'est de parler de tout ça. On n'arrive pas à dire, ah ben voilà, j'étais abusée moi aussi, ma mère a raconté comme ça, ma mère était. Et je crois que ça permet, tout en dans un respect, une confiance. Alors l'autre chose qui est quand même, on parle, c'est quand tu crées ces ateliers, et puis tu les crées, c'est pour ça que c'est important d'avoir l'institution, c'est que tu crées une fois par mois, avec les mêmes soignants, les choses émergent. Mais elles n'émergent pas le premier jour. Parce que tu crées ce que tu crées, c'est ce milieu de neutralité, mais aussi de confiance. Et les gens vont commencer à révéler sans être jugés. Il y a beaucoup de préjugés. Et c'est pas se lâcher, tu vois, en disant, ben voilà, donc je pense que c'est tout à fait. Mais tu touches à des questions assez pratiques, c'est-à-dire que en tant que professionnel de santé, on n'a pas forcément envie que ceux avec qui on travaille tous les jours connaissent. Mais l'avantage, voilà, je suis d'accord, mais l'avantage de l'art, c'est que c'est indirect. C'est l'avantage, c'est que c'est pas ta psychanalyse ou tes survivants, et tu devant toute l'équipe, c'est justement ce que tu peux choisir les textes et tu peux faire ce que ça va, mais c'est une façon indirecte d'aborder les sujets sans que ça soit personnel. Ça va quand même motiver une partie, finalement, de soi. Mais tu sais, moi je crois que quand tu fais ce travail,
Autrement, moi je vois quand j'ai commencé à travailler avec la police et les travailleurs sociaux, parce qu'on nous a tous mis ensemble, c'était l'UAPED, et c'est pareil, moi on avait ça le Charlamont associateur, j'en avais un à l'hôpital et ensuite on a commencé au quartier. Et au début on disait tous, oh ben ils sont nuls, les assistants sociaux, ils savent pas. En fait, quand tu mets les gens ensemble, tu t'aperçois qu'on est humain. C'est ça, c'est que tu enlèves ça, tu ramènes à l'humain. Et puis ce qu'on n'a pas dit, peut-être ça va venir, mais ça t'élève. Moi, je sais pas, mais quand je commence la journée avec un atelier, en fait, je m'en fous de ce qui va se passer après, je me sens bien, parce que justement, c'est ce que tu as révélé de toi que tu ne savais pas. Et moi, il faut faire un atelier pour savoir. J'ai fait un atelier dans ma maîtrise avec des femmes battues, des femmes violentes. Et je disais ça, moi je faisais mes petites questions de violence conjugale dans ma salle médicale, tu vois. Je faisais ça, j'avais pas de réponse, tu vois. J'écoutais, tu vois, c'est ça, j'écoutais des femmes qui avaient vécu ces expériences, qui parlaient, ça changeait complètement, tu vois, mais ça m'a élevé, je veux dire, l'art t'élève, le beau t'élève. Ah, mais je dois dire ça, moi, quand je suis correcte, je sais pas si ça vous fait ça, mais ça change et ça permet aussi de t'apprendre. C'est pas pour tout le monde. Je veux dire que moi, je vois que, tu vois, tu voudrais que tout le monde vienne là comme, tu vois comment ça se passe. Mais tout le monde va pas venir. Nos chirurgiens, excusez-moi, j'espère qu'il n'y a pas de chirurgiens dans la salle, les chirurgiens, ils ont du mal à venir. Ben, ça dépend. C'est pas peut-être nous, tu vois, mais en fait, tu sais, après, je veux dire, tu as souvent, je sais pas comment ça se passe, mais tu as souvent des discussions après, que moi je vais au bloc, on a une gamine qu'on a pu endormir, des amis, etc. Après, tu as des emails où les gens ils te voient entretenir et tu te dis, qu'est-ce que c'est? Les gens, ils ont besoin de parler de ce trauma. Et je crois que tu crées ça. Tu vas pas, tout le monde va peut-être pas venir. Tu n'as pas besoin de révéler, il n'y a pas de. C'est pas. Et je ne sais pas vous en cacher, mais je crois que tu peux. Il y a une confiance qui se. Je pense. Je ne sais pas si. Ah bah oui, mais il y a à la fois une dimension de confiance, et je ne veux pas faire non plus béni mais il y a aussi une forme de bienveillance. Et ça fait partie des règles qu'on pose dans le début de l'atelier. Hein. Il y a un cadre, et ça c'est important. Non seulement un cadre qui fait que l'atelier est circonscrit, et puis il y a aussi la présence du groupe qui aussi représente, en fait, qui incarne aussi le tiers. Donc on est dans un cadre suffisamment sûr pour avancer. Peut-être que vous pourriez nous expliquer quels textes sont choisis. Un œil sur l'heure. J'essaie de. Alors, je me dis que c'est différent de faire une narration sur une fresque, effectivement, que l'on voit sur l'entrée d'une hôpital, que de lire un texte, par exemple, pas de carottes, voilà, quelque chose comme ça. Alors, je pense que c'est différent, mais surtout, quel texte choisissez-vous? D'accord. Alors, au niveau des méthodologies, en fait, on s'appuie sur les méthodologies qui sont vraiment au fur et à mesure du terrain, c'est-à-dire qu'on va travailler avec la méthode du close reading, de la lecture attentive. Et la lecture attentive, en fait, on peut la développer face à un texte, mais aussi face à un support pictural, en fait, ou même un extrait de cinéma. Donc, vous voyez, ce sont des supports à partir desquels on peut travailler de façon très diversifiée. Et puis, au niveau de l'écriture, on travaille aussi soit de consignes qui vont explorer une écriture réflexive ou créative. Et les deux sont à prendre. On n'est pas là uniquement pour se raconter, et même si on se raconte, on peut utiliser le biais de la fiction, et on peut travailler des formes très créatives. Quel type de texte? Ça dépend de ce qu'on peut explorer. La séance de lundi, on a travaillé sur un sujet que Cynthia connaît. Le thème qu'on avait retenu, c'était la beauté du vulnérable. C'est un magnifique sujet que porte en fait un groupe de recherche à la fois associant un historien de l'art et un philosophe dans le cadre de la chaire de philosophie médicale, qui va aboutir sur une exposition, et je pense que ça ne se limitera pas à ça, parce que le sujet est éminemment important à mon sens dans le cadre du genre de la santé et de la médecine.
Donc, on est parti de ce sujet sur la côté du vulnérable et on a travaillé à partir d'un support, de la dernière toile de Matisse, La tristesse de roi, et qu'on a lu avec le groupe. Et on a travaillé dans un second temps sur un extrait d'un texte de Taha Hussein, qui est un auteur égyptien de la première partie du XXe siècle, et qui s'intitule Le Livre des Jours. Et Taha Hussein, en fait, est un écrivain qui a vraiment porté la langue arabe. Il était essentiel dans le monde parce qu'il a porté une vision de la langue arabe moderne, et il avait la spécificité d'être aveugle, Taha Hussein. Et on avait un extrait de texte sur lequel on a travaillé qui portait essentiellement sur les sensations qu'on voit. On n'avait pas l'identité de l'auteur, pas l'identité du narrateur, enfin si l'identité de l'auteur on avait donc, mais pas l'identité du narrateur, c'est une troisième personne, et le groupe a cheminé pour essayer de faire connaissance avec ce narrateur qui s'est exprimé ce personnage qui s'est exprimé en troisième personne, sans savoir qui c'était. Et petit à petit, on a compris que c'était un personnage qui était aveugle, uniquement travaillant sur le champ de réflexion. Donc l'enjeu était de voir comment le travail de la littérature, par la définition fine des sensations, des émotions, nous permettait d'approcher cette expérience de la cécité, alors même qu'on n'en était pas, qu'on ne la connaissait pas. Donc, et de voir comment ce geste de la littérature dépassait la vulnérabilité de son littérature.